Veuillez vous lever, reprise de l'audience. Alors, ça va être sur le même serment, Mme Croteau. Ça va? Oui. Alors, Madame Croteau, juste avant la pause, on a parlé de la méthode agile, on était dans l'évaluation des besoins et tout ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'avant d'aller en appel d'offres, est-ce que vous vous rappelez si on préconise le choix d'un progiciel plutôt qu'un autre? Est-ce qu'on parle de, on ira plus vers SAP ou vers un... Non, c'était important de laisser la chance au coureur. Puis, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le CT, l'indique bien, il y avait des scénarios possibles. Premièrement, il fallait que les gens se qualifient à hauteur X, les gens, les progiciels, là, les fournisseurs. Puis après, dans le développement de la solution, les intégrateurs travailleraient sur les solutions informatiques. Puis là, on pouvait avoir plein de scénarios, progiciel A, progiciel B, avec l'Alliance qui travaille sur les deux, puis, pas l'Alliance, je m'excuse, l'intégrateur qui travaille sur les deux, puis qui arrive avec la solution qui éventuellement serait appelée la solution d'Alliance, là. Fait qu'il n'y avait pas de de choix. Puis dans les discussions... OK, à votre souvenir. Est-ce que lors des discussions, que ce soit au CTI, au CA, mais c'est peut-être plus au CTI dans la mesure où vous êtes un peu plus technique, je pense, dans les discussions, c'est ce que je comprends, est-ce que il a pu y avoir, à un moment donné, bien, ce progiciel-là semble plus adapté, mais on va aller en appel d'offres quand même. Est-ce que vous vous rappelez que ça a été invoqué à un certain moment donné, à votre niveau, à vous? Non, c'était vraiment en appel d'offres. Puis nous, on était vraiment... Il y a eu une muraille de Chine entre tout cet exercice d'appel d'offres-là et le CTI et les membres du CA. On a approuvé le mécanisme d'approvisionnement, si je peux dire, là, d'aller en appel d'offres, mais après, ça appartenait à la permanence de faire ce travail-là, puis de nous rapporter quel serait le produit, la solution finale, qui serait l'alliance et tout, là, le budget qui vient avec, mais on ne faisait pas d'intervention sur quel logiciel il devrait donc prendre versus un autre, puis tout ça. On n'était vraiment pas dans ces discussions-là. Et justement, si on en arrive maintenant, vous parlez de l'appel d'offres, on va arriver à cette étape-là. Vous dites qu'il y a une muraille de Chine entre le CTI, en fait, les administrateurs et la permanence. C'est ce que je comprends de votre témoignage. Et même les gens de la permanence ne faisaient pas nécessairement partie de cet appel d'offres-là. Il y avait des équipes mobilisées dédiées à ça, mais il y avait tout mis un mécanisme là, pour pas qu'il y ait d'influence autour de ça. Vous, c'est quoi les comptes rendus que vous recevez au CTI ou au CA de l'exécution ou de cette étape-là de l'appel d'offres-là? Oui. Il y avait un mécanisme dont je me souviens, c'est qu'il y avait eu des auditeurs externes qui avaient été mandatés, Mallette, pour nous rassurer que les étapes étaient bien suivies puis que les processus d'approvisionnement étaient bien suivis. C'était vraiment un travail d'audit, de vérification, et non pas nécessairement un travail de technologie, quoique de s'assurer que ce qui devait être communiqué aux fournisseurs potentiels, j'imagine, je n'étais pas là, mais c'est un peu leur rôle, que tout le monde recevait la même information, de la bonne façon, de la même manière, au bon moment. C'était tout orchestré, cette affaire-là. Vous allez sûrement en entendre davantage parler, là, mais il y avait vraiment un processus qui faisait que c'était ces auditeurs externes-là qui nous confirmaient que ça allait et que c'était déroulé comme c'était prévu puis entendu. Puis vous faites un compte-rendu à vous? Bien, au CTI, peut-être même au comité conjoint. Par moment, il y avait le comité conjoint CTI et vérification, les deux. Puis là, ils venaient parce que c'est à la fois de l'audit, puis c'est à la fois technologique. Alors, ils venaient à nous, puis après, c'était probablement moi, comme présidente du comité conjoint. Des fois, j'alternais avec mon collègue qui était président du comité des RIP, qui ramenait ça au CA. Justement, je vais arriver au comité conjoint. Oui. Est-ce que vous vous rappelez à partir de quand il a été formé, ce comité-là? Bien, il était plus ad hoc, dans le sens que, bien, il était planifié dans le temps.
pour avoir des rapports nécessaires quand c'était approprié, mais c'était pas... peut-être que c'est mon erreur, mais je ne l'ai jamais considéré comme un comité en soi. C'était plus un comité conjoint. Tu sais, c'était plus... Est-ce que c'était fait, justement, ce comité conjoint-là existait ou avait des rencontres dans le but de suivre le projet CASA? C'était son mandat, C'était son mandat principal, puis ça a émergé suite à CASA. Et c'était vraiment... Puis là, c'était tous les membres, autant du CTI que du comité de vérification, qui étaient appelés à siéger à ce comité-là. Alors, c'était pas... On prend quelques personnes, puis ça fait un nouveau comité. C'était vraiment les deux comités ensemble. Complets. Oui. Les deux comités complets. Oui. Puis, vous dites, vous avez parlé que le CTI, lui, se réunissait généralement une semaine avant les rencontres du CA. Pour le comité conjoint, c'était quoi la fréquence? Bien, au rythme, c'était toujours en amont du CA. De mémoire, peut-être 1 ou 2 fois par année. Peut-être que ça a accéléré plus souvent. Il y a peut-être eu quelques déplacements dans le temps où on se dit, ben là, il y a quelque chose à discuter, on en ajoute. Il y a toujours cette possibilité-là. Hein. On reçoit le calendrier à 1 an d'avance sur quand est-ce qu'on va avoir nos rencontres, puis selon ce qui se passe dans la vie de la SAAC. Exactement. Ben là, ils disent, on vous interpelle pour un comité conjoint parce qu'il se passe telle chose. Puis là, on le fait. On se rend disponible. Parfait. Et vous avez parlé des auditeurs dans le contexte de l'appel d'offres, mais Oui. j'aimerais reculer un petit peu dans le Oui. temps, ne serait-ce que dans l'évaluation des besoins. Est-ce que vous vous rappelez s'il y a eu, la SAAC a fait appel à des consultants pour les aider dans la définition des besoins? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que c'est à votre connaissance? Pas tant. Quand j'ai lu le rapport de la VG, j'étais un peu surprise. Là, on disait qu'il faisait partie de la définition, puis je me souvenais pas. Quand vous dites qu'il faisait partie de la définition, vous référez à qui? On disait que SAP faisait partie de la solution, de la définition des besoins. Je me souvenais pas de ça. Parfait. Maintenant, en ce qui concerne, je reviens à l'appel d'offres. Oui. À quelle fréquence, à quelles étapes on vous fait des comptes rendus pour vous dire où on en est rendu? Est-ce qu'il y a des étapes charnières? Est-ce qu'on fait simplement vous donner le compte rendu quand il y a des rencontres? Comment il y ça avait fonctionne? du suivi par lot, là. Tu sais, on est rendu là. Là, je pense surtout à la livraison 1, là, qui était celle qu'on a suivie le plus. Puis... Là, je suis uniquement excusez, vous êtes dans l'appel d'offres, oui. Ça, c'était encore, je crois, avec le comité conjoint et l'auditeur Mallette, qui nous disait, bien, telle étape est franchie, on est rendu à telle autre étape. Puis voici ce qu'on a observé. Parce qu'il y avait des gates, là, tu sais. Puis les étapes auxquelles je réfère, là, c'est ce qu'on voit dans le CT, là. Oui, les ABC, ABCDE, là. Oui. Et est-ce que ce soit au CTI ou au CA, est-ce que vous vous rappelez avoir pris connaissance de l'appel d'offres dans son entièreté ou de quelques documents? Est-ce que vous vous rappelez? Non. Non. Non? Non. Puis au CTI, dans la mesure où, bon, on a des spécificités quand même techniques à inclure là, dans cet appel d'offres-là, est-ce que vous vous rappelez que ça vous a été exposé, ne serait-ce que pour tenter le pouls à votre niveau, pour voir qu'est-ce que les membres du CA en pensaient, ou est-ce que pas du tout, ça s'est fait en marge de vos travaux? Puis ça aurait été un risque, à mon avis, qu'on soit interpellé là-dessus, parce qu'on ne connaît pas la réalité opérationnelle de la SAAC, puis là, de commencer à commenter, puis sans avoir la vue d'ensemble, je crois qu'on serait sorti, je reviens à ce que je disais plus tôt, là, on serait sorti de notre rôle. Ça va. À quel moment vous avez été informé que, ce serait SAP qui serait le progiciel retenu? Est-ce que vous vous rappelez à peu près quand ça vous est mentionné? À la toute fin, quand tout a été fait, encore là, muraille de Chine de mémoire, là, c'était... Ce processus-là, il est parti, il suit son cours, il est monitoré. Nous, on le saura à la fin, quand l'enveloppe va être ouverte, puis que c'est fini, puis là, on va savoir que... Fait qu'il n'y en avait pas de discussion sur ce qui se passe. On savait que ça avait lieu, puis c'était, est-ce que ça va comme dans les temps? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ça va comme vous le souhaitez? Mais on ne savait pas ce qui se passait. Il y avait très peu de gens qui savaient ce qui se passait vraiment. On purpose. C'était volontairement designé comme ça pour éviter toute influence. Puis je sais très bien où on est présentement, mais on est à la suite de la commission Charbonneau.
il y avait des réalités auprès des fournisseurs là, qui étaient très des sensibilités. Où est-ce qu'on se disait, là, il faut vraiment rester là, très rigoureux, encore une fois. Je donne une anecdote, mais Nathalie Tremblay, à un moment donné, nous dit, écoutez, je lunch dans mon bureau pour être sûre de ne pas me faire accrocher par personne. Je veux rester indépendante, je veux pas avoir aucune influence, puis c'est comme ça que ça se passe. Fait que ça donnait le ton, qu'il y avait des gens qui étaient mandatés pour faire leur travail, on les laisse faire, c'est encadré, le processus suit son cours. Et au moment où on vous informe, encore là, que ce soit CTI, Comité conjoint ou OCA, est-ce que le contrat est signé? Est-ce que c'est avant de... Comment ça fonctionne? C'est à quel moment, là, dans ce processus-là, où vous êtes informé? Il y a... Votre question, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est signé? À quel moment, là, que vous savez exactement on s'en va où, avec qui? Et à peu près dans les livraisons 1, 2, 3, là, à quel moment, là, vous êtes informé? Je pense que c'est en 2017, là, quand c'est vraiment signé. Là. C'est pas avant, c'est là qu'on sait, puis c'est fait. C'est une décision qui est prise. Parfait. Et qui est, à votre connaissance, la personne en charge du projet, là, de son exécution? Là, on signe le contrat. Qui est en charge de le suivre, de vous donner des comptes rendus? Qui est le porteur du ballon, comme on dit? Carl Malenfant. C'est Carl Malenfant. Oui. Et est-ce que quand le contrat est conclu avec les différentes livraisons et tout ça, je comprends vous nous dites que l'appel d'offres, ça, vous ne l'avez pas vu. Exactement. Est-ce que c'est la même chose pour le contrat? Est-ce qu'il vous est présenté? Là, c'est signé, il n'y a plus de cachette? Non, on ne l'a pas vu. Vous n'avez pas vu le contrat? Non. Est-ce qu'on vous en explique les grandes lignes? Ben oui, à savoir livraison 1, livraison 2, le temps qui est... le budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on va... Puis là, c'est là que je m'en allais tout à l'heure. C'est là qu'on a des redditions, à quel point ça avance bien, ou il y a du retard. En tout cas, là, on reprend un peu notre rôle de voir comment cette livraison-là se passe, puis comment ça se passe avec l'Alliance. Comment ça se passe au niveau terrain, comment ça se passe. Fait que ça, on était plus informés. Est-ce que vous vous rappelez à ce moment-là du montant, du coût du contrat qui vous est mentionné à cette étape-là? Bien là, je suis obligée de dire que c'est parce que je l'ai revu dans le rapport de la VGQ, là, le 374 millions au total, qui n'était pas loin du 364 qu'on avait en pérennité. Pour la livraison 1? Pour la livraison 1? Pour l'ensemble. Pour l'ensemble? Pour l'ensemble. C'était ce qui vous était verbalisé? De mémoire. Ça n'a pas bougé. Ça me semble que les chiffres, là, puis quand je voyais les tableaux rapportés, ça ressemblait à ce qu'on voyait. OK. Est-ce que vous vous rappelez qu'on vous ait parlé d'une clause de partage de risque? Oui. Que ça vous a été expliqué? Oui. Est-ce que ça vous a été expliqué au CTI ou au CA? Est-ce que vous vous rappelez? Les deux endroits? Ah oui, le CA a été saisi de ça aussi. C'était important, c'était innovant dans ce genre d'appel d'offres-là pour une société d'État, entre autres. C'est comme ça que je l'ai compris. Ou est-ce que là, si un se trompe, bien, c'est lui qui absorbe, si c'est l'autre qui se trompe, bien, c'est lui qui absorbe, puis c'est un échange de risques. Mais il y avait aussi des bénéfices, là. Il y avait quelque chose. C'était une discussion de dire, bien là, le marché évolue de plus en plus dans ce sens-là. Il y a peut-être lieu pour une société d'État de réfléchir de cette façon-là aussi de risque, en termes de risques partagés. Puis, c'était quoi la perception de cette clause-là au sein du CA? On était en faveur de ça. On trouvait que c'était une façon de faire qui était appropriée, puis innovante aussi, mais en même temps, c'était pour éviter qu'on continue de... S'il y a un dépassement, on se fasse charger par le fournisseur, puis là, ça devient nous qui payons. Fait que ça tenait un peu les fournisseurs sous un certain contrôle. Et on vous la présente comment? Est-ce qu'on vous présente le fine-tuning Non. Ce qu'on a vu dans le décret, le CT, là, c'est à peu près le niveau d'information des textes dont je me souviens puis qu'on a discuté. Parfait. Est-ce que ça vous est présenté à l'interne par un juriste ou par M. Malenfant ou quelqu'un de son équipe? Madame Tremblay, est-ce que vous vous rappelez? Je m'en souviens pas. On va parler de juriste peut-être, mais oui, non, je ne sais pas. OK. Je comprends que vous voyez, vous personnellement, vous semblez voir ça plus comme une clause de protection un peu pour la SAC. Oui, pour éviter les dépassements qui pourraient se produire.
chacun partage son risque, fait que tu fais ce que tu as à faire, puis oui. Donc, on vous explique ça. Débute la phase 1, la livraison 1. On en a parlé amplement, là, mais simplement à titre de rappel, la livraison 1, de ce que vous vous rappelez, ça comprend quoi? Bien, c'était finances et ressources humaines. Puis la fondation SAP, là, ça, c'est important pour avoir quelque chose sur quoi bâtir par après. Fait que dans le monde SAP, là, finances, ressources humaines, puis fondation, c'est vraiment le cœur. Tu sais, avec ça, tu es capable d'en faire plus, ça se greffe après. Mais c'est un passage qui n'est pas facile à faire non plus. Là. C'est pas parce que ça s'est bien passé qu'il n'était pas plus à risque, il était difficile. Fait que ça a été une bonne livraison. Quand j'ai quitté, moi, j'avais l'impression que c'était sur les rails, là, ça allait bien, là. Puis vous quittez, on sait, en juin 2019. Oui. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment cette livraison-là va se faire? Quand j'ai quitté, c'était pas fini. C'était pas fini. Mais c'était sur sa fin. Tu sais, c'était, est-ce que ça va être début 2020? Est-ce que ça va être plus tôt? Il y avait encore des discussions quand j'ai quitté, mais c'était très, très proche. C'est imminent. Ah oui. C'est imminent que ça allait se faire. Oui. Puis, et là, je vais revenir au début de cette livraison-là. En fait, l'évolution des travaux de la livraison, je comprends que ça se passe somme toute bien. Oui. C'est quoi la fréquence des redditions qui vous sont faites au CA ou au CTI ou au comité conjoint? À chaque rencontre de mémoire, là, connaissant la SAAC, là, c'était très important pour eux, c'était le projet. Il y avait d'autres choses qui se passaient en même temps, mais c'était une reddition par rapport au budget, par rapport à l'avancement des travaux. À un moment donné, il y a eu un peu de retard. Puis je me souviens qu'on posait la question, est-ce que ce retard-là veut dire que ça va nous coûter plus cher? Fait qu'on posait ces questions-là. Puis après, c'était juste dire non, il y a un bloquant là, mais une fois que ça va être débloqué, on va finir par le débloquer. Fait que c'était comme ça qu'on discutait. Et qui vous faisait ces redditions de comptes? Encore une fois, c'était Karl Malenfant. Il était vraiment le porteur de ballon, mais Mme Tremblay était aussi toujours au courant. Je pense que leur mécanisme, c'était de voir les présentations ensemble, puis après d'arriver au CTI ou au CA, puis c'était vu ensemble, discuté, voici. Et moi, j'avais toujours des discussions en amont des CTI, depuis le début, avec Karl Malenfant. Puis je pense que je le faisais aussi avec Michel Léveillé, je suis moins certaine de ce bout-là, qui était plus de « OK, bien, c'est de ça qu'on va parler », fait que ça me familiarisait avec le sujet à venir. Mais aussi, des fois, j'avais mes propres questions, ça le préparait de dire « Ah, OK, c'est vrai, il faut que je sois prêt à répondre ». Puis de façon générale, à la SAAC, autant au CTI qu'au CA, quand on avait des questions, ils n'hésitaient pas à nous dire s'ils n'avaient pas la réponse, je n'ai pas la réponse, mais on va vous revenir, et ils nous revenaient. Alors ça, c'est un mécanisme là, qui nous a aidés beaucoup à prendre confiance. On continue notre rôle de gouverneur, d'administrateur, mais on savait qu'on pouvait poser des questions puis aller plus loin, puis eux, ils nous revenaient. Puis diriez-vous que au CTI, les gens questionnaient? Ah oui. On a rencontré M. Geoffrion, on a vu que c'était quelqu'un qui nous l'a dit, il a lui-même dit qu'il posait des questions comme elles se devaient. Oui. Alors, est-ce que vous sentiez que les gens se sentaient libres de justement, m'excuserez encore là, de challenger M. Malenfant, son équipe? Oui. Ah oui, on était vraiment dans le challenge and support, là. Puis, il y a des gens qui venaient vraiment du terrain avec leurs questions. Monsieur Geoffrion, c'est un très bon exemple, là. Il a été dans la fonction, il l'a vécu. Il n'hésitait pas à dire, vous avez vu, il n'hésitait pas à poser ses questions. Puis c'est pareil, Mme Charette, quand elle s'est jointe, tout le monde posait leurs questions. Je ne peux pas dire que c'était mobilisé juste par un individu. C'était vraiment un travail du comité. Moi, je posais mes questions en amont, puis des fois, il y a d'autres choses qui sortent. Tu dis, j'ai pas pensé, voici ma question. On était très libre, autant, puis sous tous les PCA qu'on a eus, on se sentait libre de poser nos questions, invité à poser nos questions. Je comprends bien. J'aimerais aborder maintenant, je vais revenir à la livraison 1. J'essaie d'y aller un peu en ordre chronologique là, pour faciliter la compréhension, mais bon, vous savez, à la SAAC, il y a des auditeurs internes, des vérificateurs internes. Oui. Pouvez-vous nous dire, en tant que présidente du CTI, membre du CA, les contacts et la constatation du travail qui était fait par les auditeurs internes dans le cadre du projet CASA? Oui. C'était lors des comités conjoints.
C'était probablement suivi peut-être plus intensément au comité de vérification. Puis, à point opportun, au moment nécessaire, là, il y avait le comité conjoint et là, c'est sûr que les auditeurs venaient. OK. Et c'était quoi, êtes-vous en mesure de vous rappeler, c'était quoi leur constat ou ce qu'ils vous rapportaient en lien, évidemment, là, je débute du moment de l'appel d'offres, en fait, du moment, de l'appel d'offres, la signature du contrat jusqu'à votre départ? Oui. Bien, ce qui était nouveau dans leurs observations, c'était la méthode agile. Puis auditer en méthode agile, c'est peut-être... Ils étaient peut-être au début. Ça, c'est une des choses qui m'était restée. C'est des méthodologies, là, c'est des façons de faire. La vérification, c'est un monde en soi, puis ils ont leur propre méthode, puis les TI ont leur propre méthode. D'avoir cet arrimage-là autour de la méthode agile. Je suis convaincue qu'ils se sont ajustés rapidement, là, mais au début, c'était on développe un nouveau mode d'auditing, parce qu'on est en mode agile. OK. Est-ce que ça semblait bien se passer là, dans les relations entre les membres du CA, les auditeurs, Oui. M. Malenfant? Il n'y avait pas de complaisance, mais ça se passait bien. OK. Qu'est-ce que vous voulez dire par « il n'y a pas de complaisance »? On ne pose pas de questions. Non. S'il y en avait des questions, on les posait. C'est important, les auditeurs autour d'un projet ou autour d'une organisation, c'est les yeux du CA, en quelque sorte. Ils se rapportent directement au CA. Alors, c'est eux qui nous disent qu'est-ce qui se passe vraiment, puis ils étaient mandatés pour le faire, puis c'est comme ça que... Quand vous dites et vous parlez, qu'est-ce qu'ils vous disaient plus particulièrement? Ce que je vous disais, soit que ça allait bien, ou s'il y avait des retards, ils le nommaient. S'il y avait, comme je vous disais, le point que moi j'ai retenu, c'était au niveau de l'ajustement en point de vue méthodologique pour faire leur travail par rapport à la nouvelle méthodologie qui était agile au sein du projet. Mais c'est pas resté un point constamment, qui est revenu constamment. Alors, j'ai l'impression que ça s'est dégagé éventuellement. Là. Je comprends. C'était quoi la fréquence où ils vous rapportaient ou faisaient un compte-rendu ou un... Encore une fois, là, j'ai la même réponse que j'avais quand on parlait du comité conjoint des deux. Là. C'était peut-être 1 ou 2 fois. Là. C'est tout indiqué dans les calendriers. Là. C'est facile à retrouver. OK. Mais c'était quand même quelques fois par année, vous diriez? Oui. Jusqu'à votre départ, en fait, évidemment, on se rappelle que vous quittez, vous, en juin 2019. Oui. J'aimerais que vous nous parliez un peu de la reddition de comptes, c'est-à-dire que est-ce que vous avez eu connaissance que ce qui se passait au sein de l'évolution du projet CASA était... il y avait un rapport qui était fait de son évolution au ministère du Transport, au Conseil du Trésor. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait des discussions qui pouvaient... En fait, qu'il y avait des gens qui faisaient des redditions de comptes aux hautes instances? C'est à votre connaissance? Il y avait des discussions entre Mme Tremblay puis les membres du gouvernement, peut-être là où le PCA a l'occasion. Par rapport à CASA, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. OK. Mais vous savez qu'il y avait des discussions. Comment vous savez qu'il pouvait y avoir des discussions entre Mme Tremblay, par exemple, parce que vous venez de nommer cette dame-là? Oui. Comment c'est à votre connaissance qu'il y avait des discussions? Souvent, c'était lors de la structure du CA faisait en sorte qu'elle avait le mot de la présidente. Puis c'était souvent dans son rapport à elle, qui était toujours très bien structuré, où elle parlait de la réalité interne, qu'est-ce qui se passe au niveau interne, qu'est-ce qui se passe avec les médias, qu'est-ce qui se passe avec l'appareil gouvernemental et autres. Puis là, c'était justement durant ces conversations-là. Puis ça, c'était dans le PV, là, c'était rapporté. C'était une façon de nous dire, puis le temps que j'ai été là, il y a quand même eu 9 ministres différents. De 2009 à 2019. Ministre des Transports. Merci de me le faire spécifier. Ce qui veut dire que c'était évident que, à cause de ça, le type de rapport qu'elle nous ferait, c'est j'ai rencontré le ou la nouvelle ministre, on leur a apporté notre cartable de la réalité SAAC, voici. Fait que
C'était dans les discussions, mais j'étais pas là, on n'était pas là. C'était un rapport de la PDG. Ce qui vous était rapporté, c'est qu'à tout le moins, quand il y avait un nouveau ministre qui était désigné, elle allait faire une présentation de l'organisme. Oui, oui. OK. Est-ce qu'en lien avec CASA, maintenant, vous avez, que ce soit au CTI ou au comité conjoint, au CA, de l'information à l'effet que des suivis étaient faits aux hautes instances gouvernementales par des membres de la permanence, que ce soit Mme Tremblay, M. Malenfant? Est-ce que vous aviez cette information-là? Je m'en souviens pas. Je suis convaincue qu'il y en avait, mais je me souviens pas non plus. Fait que je tente les deux. Vous dites que vous êtes convaincu. Qu'est-ce qui vous amène à Il y a une obligation de reddition de toute façon avec la SAAC. Tous les nouveaux projets qui dépassent tant doivent être rapportés dans leur portail. Il y avait le DPI, vous vous souvenez, il y avait le mécanisme qu'on avait tout à l'heure, qu'on a discuté. Là, ces discussions-là devaient avoir lieu. Je dis devaient avoir lieu parce que c'est le mécanisme entre la permanence et le gouvernement, jusqu'où nous, on doit être informés de ça. C'est correct. Sûrement qu'on l'était. Mais j'ai pas de mémoire précise. Je comprends. Maintenant, est-ce que vous avez de connaissance que le président du CA, je sais qu'il y en a eu quelques-uns durant votre passage, là, faisait, lui ou elle, des redditions de comptes au ministre des Transports? Est-ce que vous avez connaissance de ça ou on vous a rapporté? Précisément. Pas précisément. Okay. Je pense, de par mon expérience, c'est pas rare qu'un PCA va parler avec le chef de cabinet quand c'est nécessaire, ou ça dépend des relations, des sujets. Même chose. Tu sais, ces deux machines-là se parlent. Hein? Des fois, c'est de chef de cabinet à chef de cabinet. Des fois, c'est ça. Tu sais, fait que ça dépend des besoins. La PCA ou le PCA va parler avec le gouvernement lorsqu'il y a la nomination d'un nouveau membre, par exemple. Ça fait partie de leur conversation. Vous en avez rencontré, vous allez en voir d'autres. Par rapport à CASA, je ne suis pas capable de vous répondre. OK. Cette information-là n'était pas amenée au CA de mémoire. Non, exactement. Je comprends. Donc, si je reviens à la livraison 1, je comprends que selon votre témoignage, ça se passait bien. Il pouvait y avoir des fois un petit peu de retard, mais suite à vos questionnements, en vous rassurant, en disant qu'on allait le rattraper, il n'y aurait pas de dépassement de coût. Exact. C'est l'information que vous avez. Oui. Puis il y avait de l'apprentissage, si vous me permettez. Allez-y. Il y avait de l'apprentissage qui se faisait à cause de la méthode agile. Puis des fois, il disait ça prend peut-être plus de temps à démarrer, à réapprendre tout ça. Mais après, il prenait de la vélocité, il prenait de l'accélération qui faisait que on se reprend, mais on se reprend mieux et plus vite. Alors, il y a eu un peu de ça qui expliquait au départ. Et puis, est-ce que, vous parlez de la méthode agile, est-ce que durant la livraison 1, on parle également de la livraison 2 qui s'en vient? Est-ce que vous avez de l'information sur le suivi? Est-ce qu'elle est débutée? Est-ce que vous avez cette information? Elle est débutée, mais de mémoire, le focus était vraiment sur la livraison 1, sur cet apprentissage-là, en sachant qu'il y avait d'autres travaux qui étaient en cours, mais pas au même degré de suivi. Alors, livraison 2, là, dans mon souvenir, là, c'est très obscur. Là, je m'en souviens pas vraiment. Là. Okay. Je me souviens surtout de finances et ressources humaines, peut-être parce que chez nous, on était en train d'en implanter un, puis là, on était dans les mêmes... j'étais dans les mêmes préoccupations, là. Puis est-ce que, durant cette période-là, on a parlé, vous dites que vous avez pris connaissance du rapport du VGQ, là. Dans le fond, on a parlé d'indicateurs. Oui. On a parlé de jaune. Oui. On a parlé de vert, de rouge. Oui. Est-ce que à cette étape-là, le contrat est en exécution, on est entre le début de son exécution et votre départ en juin 2019. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu certains indicateurs reliés à la livraison 2 à cette période-là? La livraison 2. Mais commençons avec la livraison 1 et la livraison 2 après. Livraison 1, oui. Puis il y en avait, c'était pas tout vert. Il y avait du rouge, il y avait du jaune, ça évoluait, c'était expliqué. C'est bon d'avoir du rouge. Ça nous dit qu'il faut travailler là-dessus. Ça l'informe tout le monde, pas juste on se rapportant, mais ça veut dire aux gens avec qui on travaille,
on a ça à travailler. Fait que c'était pas ouvert puis nous laisser croire que tout allait bien. On n'était pas du tout dans cette école-là. OK. Alors, il y avait des couleurs. Pour la livraison 2, là, je suis pas capable. C'est... Vous l'avez dit, vous focusez pas sur la mon- livraison. non. 1. Ça va. Est-ce que entre le début de l'exécution du contrat et votre départ, à un certain moment, on vous dit, écoutez, je comprends qu'on focus sur la livraison Oui. 1, mais techniquement, il doit comprendre probablement 3 livraisons, Oui. ce contrat-là, à Oui. ce moment-là. Est-ce qu'on vous parle à un certain moment qu'on risque d'avoir un dépassement de coût pour l'ensemble du contrat? Est-ce qu'à un moment donné, ça vous est verbalisé ou Pas encore. Pas pendant pas à ce longtemps, moment-là? non. Je vais vous amener maintenant. J'aimerais qu'on prenne la pièce 19P36 et pour peut-être faciliter la consultation par le témoin, j'ai une copie papier avec la cote. C'est vraiment le bon document là, que je vais me permettre de remettre Oui, en avant. merci. Alors, la pièce 19P36, c'est un compte-rendu du comité TI, en fait, du comité conjoint TI, comité actif-passif, du 19 mars 2019. Alors, si on descend un petit peu, on voit, qui sont présents. On voit que Mme Croteau, vous y Oui. êtes. Oui. C'est dans vos dernières rencontres, hein, si on se fie à votre date de départ. Alors, je vous amènerai à la page 3. J'aimerais que vous preniez connaissance, Mme Croteau, à la page 3 là, de la portion résultats. Oui. Ça va? Oui. Alors, ce document-là, on a le monsieur Caron, Oui. qui a témoigné la semaine dernière, on a abordé ça avec lui. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous comprenez à ce moment-là, lors de la rencontre, de ce qui vous est présenté Oui. à cette Oui. portion-là? Bien, 800 000 heures supplémentaires non prévues, c'est pas une bonne nouvelle, on s'entend. Qui vous présente ça? C'est Nathalie, Madame Tremblay, de mémoire. Est-ce que Carl Mélenchon était là aussi? Oui, il était là avec Yves Frenette. Écoutez, il y avait des leaders qui étaient là. Qu'est-ce que vous comprenez de la problématique qui vous est exposée? En gros, c'est que la version, le logiciel a besoin d'être customized. Il y a besoin d'ajustements plus que prévu. Et là, c'est un travail d'ajustement qui va être nécessaire pour... À quelle étape ça? Livraison 2, là, on est À pour la livraison livraison 2. Finances, ressources humaines, c'est presque fini. Là, on parle vraiment de tout ce qui va être accès routier, tout ce qui va être service à la clientèle. Bon, c'est plus large, c'est peut-être moins commun. C'est pas l'indemnisation va se faire à la livraison 3. Fait que c'est vraiment la portion client. On va l'appeler comme ça, mais client, c'est vous et moi, c'est... c'était quoi, les corps de police? C'était voyons. Où est-ce qu'ils vendent les voitures? Les concessionnaires, Les ouais. concessionnaires. Les concessionnaires auto. Bon, qui sont aussi des clients de la SAAC quand c'est le temps de faire les immatriculations. Alors là, c'est ça. Puis, on se fait dire, bien, peut-être que la réalité SAAC, elle est plus unique qu'on le croyait. Puis, il y a beaucoup de règlements à la SAAC qui a peut-être justifié le besoin d'être si interne à l'époque, d'informatiser tout ça, customized. Mais là, de mettre ça sur un logiciel, ça veut dire qu'il y a des règles d'exécution légales qu'on doit informatiser. Puis ça demande peut-être plus d'ajustements au niveau du logiciel. C'est ma compréhension à l'époque. OK. Alors, c'est quoi votre réaction, vous et vos collègues, quand on vous présente ça? Ben là, on est quand même dans le contrat de l'Alliance, puis on parle très rapidement du risque partagé. C'est qui? C'est qui est responsable de ça? Vous avez retenu, vous, la clause de partage de risque? C'était essentiel. C'est un exemple là, où est-ce que ça doit s'appliquer. Puis, ma compréhension, c'était que l'intégrateur avait peut-être moins bien compris les besoins de la SAAC ou ça a été mal estimé. Mais c'était en suspens. Puis là,
ce qu'on nous disait, c'est qu'on va vous revenir avec plus de détails. On vous informe qu'on vient de savoir ça. Puis là, on va devoir vous revenir, ce qui est un gros morceau, là, on s'entend. Là. Pas Puis de là, 800 000 heures en tout. Là. bien là, c'est beaucoup d'argent. On parle de millions de dollars qui vont être Qui sont à risque. à risque. Alors, qui va absorber ça? Comment? C'était les discussions à venir. OK. Alors, est-ce que lors de cette rencontre-là du comité conjoint, il y a des questions qui Beaucoup. viennent des Bien, membres? justement, le risque. Puis c'était un petit peu plus de conseils, comme, ben là, dans une situation comme ça, lorsque le fournisseur ne rencontre pas ce qui a été entendu, voici peut-être ce qui pourrait être considéré par la permanence, par les juristes, par... Tu sais, là, on est plus dans ce genre de conseils que de dire, bon, OK, on accepte ça comme ça. Là. Tu sais, c'était plus, qu'est-ce qui se passe, là, puis ça peut pas rester là-dessus. Tu sais, il y a quelque chose à faire. Est-ce que les réponses que vous avez... Je comprends, M. Malenfant, Mme Tremblay sont présents à cette Oui. rencontre-là. On voit un peu la réaction des membres, avec raison, là. Mais est-ce que on vous amène des solutions pour, justement, dire, pour amoindrir un peu cette problématique-là ou qu'il n'y aura pas de risque au final? Est-ce qu'on vous rassure? Comment ça se passe? Oui, dans le sens que, puis quand on voit la note un petit peu plus loin, là, on dit la rentabilité du projet n'est pas à risque. Alors ça a été peut-être la partie qui nous a, j'ai envie de dire, rassurés, tout en de façon prudente, là, que, bon, il y a sûrement des mécanismes au niveau contractuel qui vont nous permettre d'arriver à une place qui est raisonnable. C'était à peu près comme ça que moi, je le comprenais. Et puis, si on recule justement à l'évaluation des besoins, est-ce Oui. que cette portion-là, selon votre compréhension, était bien analysée, justement? Parce que là, c'est pas... On parle de 800 000 heures, Oui. c'est pas 20 000, c'est 800 000. Non. Est-ce que, de mémoire, quand vous avez questionné l'évaluation des besoins, parce que vous disiez que c'était quand même un questionnement important des membres du CA, est-ce que ce bout-là semblait, pour vous, votre compréhension à l'époque, bien étudiée, bien analysée? Je suis pas capable de me souvenir de à l'époque, mais j'ai relu ce qu'on a vu tout à l'heure, puis il y a une clause dans le CT qui indique clairement que peu importe le logiciel qui sera soumis, le test sera fait en version vanille. Donc, le moins customisé possible. C'est une ligne très importante dans cet exercice-là, parce que là, on part avec la même base qu'on s'appelle un ou l'autre. On se fait comparer. Puis c'était la façon de procéder, là, de dire on compare version vanille. Version vanille, ça veut donc dire qu'il n'y aura pas d'ajustement, ou presque peu, aux besoins. Tu sais, il fallait quand même que ça réponde aux besoins de base. Puis probablement, à l'époque, encore une fois, on était tellement finances, ressources humaines, c'était tellement les premiers gros blocs à passer. Est-ce que tout a été fait pour sécurité routière, puis tout ça dans le test, dans l'ensemble? Je pensais que oui, mais je ne sais plus. Donc, puis on n'était pas informés de ces étapes-là. Là, rappelez-vous, là, s'il y avait cette muraille de Chine pendant l'exercice de soumission puis de sélection. Alors, c'est là que ça s'est passé. C'est dans cette boîte-là que ça s'est passé, cette histoire-là. OK. Alors ça, vous apprenez ça, 2 mois avant la fin de votre mandat. Oui. Vous allez quitter en juin 2019. Les motifs de votre départ? L'agenda? L'agenda? L'agenda, en devenant doyenne, il y a des rencontres, je vais le dire comme c'était, avec le vice-recteur et tous les doyens de l'université qui étaient les mercredis matins. Et là, les CTI puis les conseils de la SAC se tenaient aussi les mercredis, puis des fois les mardis. Fait que ça commençait à être assez serré, au point que mon vice-recteur, à un moment donné, après 1 an et demi, il me dit... Donc, j'ai commencé en 2017. Je dirais qu'en 2018, là, à l'automne, il commence à me dire « Tu manques souvent, c'est important que tu sois là, y a-tu lieu de revoir ton agenda? » Très bien dit, mais j'ai compris le message. Il y a 2 mandats complets, là. Ben oui, il y avait ça aussi. Puis ça faisait 10 ans. Fait que, tu sais, quelque part, je me disais, puis je quittais avec beaucoup de fierté, là. J'étais convaincue là, que c'était gagnant, cette affaire-là. Là. C'était... écoutez, je suis sortie de là avec une grande fierté, puis je le suis encore d'avoir été sur la SAC,
Quand cette histoire-là, en février 2023, est sortie, j'étais atterrée. Je ne comprenais pas ce qui a pu se passer, sinon le problème avec l'authentification gouvernementale. J'étais là dans ma tête. Justement, parce que quand vous partez en juin 2019, vous avez le sentiment que ça se passe bien. Oui, puis ce message-là autour du 800 000 heures, il y a quelque chose de récupérable, il y a quelque chose qui fait que dans la négociation, ce sera peut-être l'intégrateur qui va absorber les coûts. Pour eux autres, d'avoir un si grand contrat, quelque part, peut-être qu'on a fait l'erreur, on s'ajuste, puis ça fera partie des risques partagés. Je comprends que la clause de partage de risque, pour vous, à ce moment-là, prend tout son sens. Exactement. 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 Merci. Alors, en ce qui me concerne, ça compléterait mes questions. Je vais laisser M. le commissaire. Je vais attendre, je vais voir s'il y a des questions de la part des procureurs de la SAC. Puis ensuite de ça, je ferai... je poserai quelques petites questions, puis... de la prise. Bonjour, Mme Croteau. Bonjour. Vous avez brièvement parlé de votre curriculum vitae. Oui. J'aimerais revenir et en apprendre davantage sur vous. En regard de la transformation numérique, particulièrement, pourriez-vous nous exposer ou nous donner des exemples d'implications, de cours que vous avez pu donner ou d'implications dans des travaux de recherche qui portent sur la transformation numérique? Je vais commencer par le début. J'ai d'abord fait ma thèse de doctorat sur l'alignement stratégique entre la stratégie d'affaires et les technologies de l'information. Fait que c'est très, très haut niveau, mais ça décrit à quel point c'est important que les TI supportent la stratégie d'affaires. Fait que tout cet exercice-là ici, où Mme Tremblay disait « on a une stratégie d'affaires puis on veut que les TI supportent », bien, c'était dans mon schéma de pensée. Transformation numérique, la partie que j'ai étudiée un peu plus, c'est par rapport à l'impartition, le choix de la solution. Est-ce qu'on le fait in-house versus à l'extérieur? Ça aussi, c'était dans les travaux de recherche que j'ai faits. Et est-ce que ces travaux-là vous ont amené à réfléchir sur l'implication d'intégrateurs externes avec les équipes internes? Est-ce que cette interaction-là est essentielle? C'est au cœur de vos travaux? Oui, exactement. Alors là-dedans, c'est important d'avoir les bons joueurs. Il y a les joueurs qu'on se fait dire sur le contrat, puis c'est important d'avoir les mêmes joueurs lorsque c'est le temps de réaliser le projet. Ça, des fois, c'est dit, c'est documenté. On nous promet les grands leaders, puis finalement, ben, il est pris dans un autre projet. Puis là, ben, il y a toujours ce risque-là qu'on nommait. Quand on parle d'impartition, ça, c'est une autre chose. Des fois, on impartit avec un fournisseur, mais le fournisseur impartit avec un deuxième, sinon un troisième, sinon un quatrième parti. Alors, on posait des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment les gens devant vous avec qui vous faites affaire ou c'est ailleurs? Puis ailleurs, le savez-vous? Si oui, est-ce qu'on a encore le contrôle? Tu sais, Donc, vous étiez bien outillé pour poser des questions au sein du comité TI ou du conseil d'administration. Oui. Puis avec la formation en gouvernance, bien, ça l'a aidé beaucoup. Quand on lit dans les documents la méthode agile, il y a une autre méthode aussi qui était adoptée par les équipes là, de réalisation du projet, c'est l'approche two in the box. Excusez-moi l'expression anglaise, mais pourriez-vous nous en dire davantage? Bien, ma compréhension, c'est justement TI affaires, TI affaires, TI affaires. C'est pas juste TI, c'est pas juste affaires. Les deux doivent être ensemble et trouver une solution ensemble. Il y a une différence parce que là, je la comprends pas. C'est-à-dire, je comprenais bien la méthode agile, effectivement, pour qu'on s'adapte là, en temps réel. Exactement. Mais le tool in a box, ça fait partie, à mon sens, là, il y a peut-être eu une méthode hybride ici, là, mais le two in a box, ça vient avec ce concept-là, que c'est les TI et les gens d'affaires qui sont ensemble à trouver la solution. Dans l'équipe projet. Dans l'équipe projet, exactement. Et c'est selon le niveau hiérarchique des personnes qui travaillent au projet. C'est-à-dire que, par exemple, le responsable du projet externe était très près du responsable de projet interne. Oui, c'est vrai. Ils ont discuté comme ça à la SAC. Absolument, oui. Et quand vous dites que les auditeurs internes ont dû adapter leur méthode parce qu'ils n'étaient pas arrimés au départ là, à faire de l'audit
dans le contexte de l'application de la méthode agile. Pourriez-vous nous en dire davantage là-dessus? Là, je pense que c'est plus Mallette, mais je ne suis pas certaine si c'était Mallette ou si c'était les auditeurs internes, mais c'était les gens de l'interne. Donc, ça doit être les gens de l'interne, c'est ça. Donc, ceux de la SAC, je m'excuse. Oui. Et quand vous dites qu'ils n'étaient pas arrimés à la méthode bien, il y avait agile, des ajustements à faire dans leur façon d'apprendre. C'est une méthode à apprendre. Puis, tu sais, c'est un autre mindset. Tu sais, c'est une autre façon de faire son travail. Ça s'apprend. Ils sont tout à fait équipés pour apprendre. Il n'y a pas de souci. Une fois qu'ils l'ont, je suis sûre qu'ils l'ont bien maîtrisé. Est-ce que ça touchait la méthode de calcul de la facturation, des heures réalisées? Non, je pense... non, je ne penserais pas. Non. C'est plus de... Je ne suis pas une auditrice. Moi, je ne suis pas vraiment pas une auditrice, là. C'était un monde nouveau, je veux dire, d'avoir les auditeurs autour d'un projet technologique. Pour moi, c'était nouveau. Mais ils ont des méthodes d'analyse, puis ils ont des critères. Ils ont des critères habituellement précis. Puis là, c'est de s'assurer qu'ils sont capables d'observer à partir de ces critères-là. Mais peut-être qu'il faut un ajustement différent, parce que là, c'est pas le même processus. Et lorsque vous entendez les auditeurs internes faire des présentations au comité TI, au comité conjoint. Là, TI et vérification, quels sont les propos ou les constatations du vérificateur interne qui vous sont communiqués? De mémoire, ça va bien. J'ai pas recollection, j'ai pas de souvenir que c'était des drapeaux rouges, puis que ça allait vraiment pas bien, puis qu'il n'y a pas de collaboration. Souvent, un auditeur va nous dire « l'équipe qu'on audite présentement collabore bien, répond bien à nos recommandations ». Il me semble que ça allait dans ce sens-là, que les gens répondaient bien, puis collaboraient bien avec les gens de TI et les auditeurs. Ça se parlait bien. Puis est-ce exact de dire que les auditeurs internes apportait des éléments de risque, de gestion de risque? Oui, ça faisait partie de leur travail. Au comité TI, oui. Comité conjoint? Oui, ça fait partie de leur travail. Et est-ce exact de dire que ces risques-là étaient sous contrôle ou gérés par les équipes TI? Oui, puis de mémoire, s'il y avait lieu de nommer une chose, de dire ça va moins vite, ça va moins bien ou c'est plus à risque, il n'était pas gêné de le dire. Demandez-moi pas c'était lesquels, là, mais... Non, mais de votre souvenir. Je sens que c'était vraiment nommé, que c'était dit. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre. Alors, le travail était fait. Donc, les auditeurs internes avaient l'oreille des membres du comité TI et l'oreille, évidemment, du conseil d'administration. Oui, oui, tout à fait. Vous avez indiqué, à la lumière de votre expérience, qu'à votre arrivée à la SAC, la vision que vous avez du plan de pérennité était moins affaires que technologique. Oui. Alors, pourriez-vous nous expliquer davantage cet énoncé? Oui, on est dans l'époque Michel Léveillé, là. Oui. Exact. Alors, puis c'est peut-être la façon que le CTI était construit, c'était peut-être l'héritage. Ou est-ce que là, on parlait vraiment d'approuver des investissements en serveurs et tout? Tu sais, c'était pas rattaché au plan stratégique. On ne l'a pas dit encore, mais la SAAC a fait un énorme travail au niveau de son plan stratégique, d'où la capacité de dire les besoins d'affaires sont clairement indiqués, sont définis, puis ils étaient capables, à travers le plan stratégique, de reprendre les investissements TI. Là, je ne suis plus avec Michel Léveillé, là, je suis rendue avec Carl Malenfant. Là. Ou est-ce qu'ils étaient capables de dire, en TI, c'est ça que ça veut dire quand c'est le temps de répondre au plan stratégique. Puis c'était pas juste CASA, là, il y avait bien d'autres choses. Alors, il y avait un énorme effort au niveau stratégique de la SAAC. Le CA avait été impliqué dans l'approbation puis dans le travail au niveau du plan stratégique. Il me semble que j'ai vu 2 moutures de ça. Puis ils étaient capables de reprendre, vous avez vu la boîte, là, avec la maison, là. Bien, ils étaient capables de mettre, voici les investissements en TI, voici ce que ça veut dire en TI, voici ce qui se passe. C'était assez puissant, là, d'être capable de faire ça, ce qui montrait que c'était vraiment drivé par les besoins d'affaires plutôt que stratégique. J'ai eu une réponse longue, hein? Non, ça va. Elle était très compréhensible. OK. Et lorsque je suis, moi, ça va bien. Et lorsque vous parlez de besoins d'affaires, est-ce que, en mettant à l'avant-plan les besoins d'affaires, on devient plus libre du choix technologique? Tout à fait. Donc, je peux, une fois que mes besoins d'affaires sont définis,
choisir l'une ou l'autre Tout à fait. des technologies Oui. en place, soit la solution maison, en silo par unité d'affaires, Oui. ou encore le PJ. Oui, mais il y a une réalité d'affaires technologiques, je vais le dire comme ça, là, qui est la technologie actuelle existe encore. Tu sais, on peut, c'est pas, la SAC est pas... Fait que ma réponse, c'est oui, il n'y a pas de première Oui. question. C'est bon. Mais il y a pas de... Il y a un contexte auquel on doit faire face, continuer la livraison de services, Fait que, tu sais, il y a cette contrainte-là, je vais l'appeler contrainte technologique, mais parce que les besoins d'affaires sont clairement indiqués, ben ça s'ajustera éventuellement, puis on trouvera la bonne solution qui nous amènera à ce qu'on a de besoin pour la SAC. Et dans cette réflexion-là, vous avez mentionné un peu plus tôt que l'approche à solution là, maison Oui. et par unité d'affaires comportait de nombreux coûts cachés. Pourriez-vous nous expliciter davantage votre réponse sur cette question? Ça, c'est plutôt une analyse générale de ce qui est dit en recherche, que souvent, quand c'est des solutions maison, on pense qu'au budget, mais on oublie qu'il va y avoir d'autres patchs à faire, d'autres solutions à créer, d'autres ponts à faire entre ces différents systèmes-là. Je me souviens pas d'avoir eu une évaluation financière des coûts des solutions maison à la SAAC. Ce dont je vous parle ici, c'est quand on réfléchit à ces choses-là, il faut tenir ça en tête, garder ça en tête, que une solution maison a peut-être l'air plus, pas cheap, mais plus moins Non, cher. mais je vous comprends très bien, parce que c'était moi qui vous l'avais posé cette question-là. C'est-à-dire, c'est qu'on peut bien... Parce que là, on part vraiment avec la solution d'affaires. Voici mes besoins. Oui, là, exact. voici mes besoins. Et on pense peut-être à une multitude de contrats Oui. également. Là. Puis un peu comme les coûts cachés. Si j'ai pas pensé parce que ça ne fonctionne pas, Oui. ou par exemple, je dis n'importe quoi, mon transfert de véhicule ne fonctionne pas à première base avec la technologie que j'ai, bien, probablement, je devrais aller en appel d'offres puis d'obtenir un autre fournisseur. Là. Oui. C'est ça quand vous parlez de coûts cachés, là, parce qu'on peut pas... Bien, il y a de ça. Puis aussi, la programmation maison, bien, ça nécessite une Des bonne ressources. documentation, des ressources internes. Je pense qu'à l'époque, on était dans des vieux logiciels, là. On était en COBOL, on était dans des vieilles technologies. Trouver des jeunes qui programment dans ces anciennes technologies. Puis, ce qui est important aussi à l'époque, en 2012-13, la SAC a commencé en même temps. Tu sais, ça s'est mis en place. Bien là, il y avait plein de gens qui allaient prendre leur retraite dans les 5 prochaines années. Fait que c'était un autre risque organisationnel qui était important à considérer, que les gens qui avaient toutes ces connaissances technologiques-là par rapport aux différents systèmes qui avaient été bâtis, très bien fait à l'époque, c'est entendu, bien, quittaient. Puis là, c'est une connaissance organisationnelle qui quitte. Alors, il fallait trouver une solution pour l'ensemble de l'organisation. J'en profite parce que vous êtes là. Vous n'allez pas battre les rigueurs, mais prise. Non, pas du C'est quand tout. même mon enquête. Oui, oui, absolument. Je suis là pour vous aider. Mais j'ai effectivement m'emmener à ça, c'est-à-dire développer des outils maison, etc. On reste quand même propriétaire de nos systèmes. Qu'en est-il d'un PGI? Je regarde qu'il y a un contrat, il est sur 10 ans. Là. Oui. On l'a donné en 2017. 2027, c'est demain matin. Oui. En Oui, termes de en technologie fait, oui. d'information, Oui, là, oui. c'est demain matin. Oui. Qu'en est-il de ça? Est-ce qu'il est là peut-être le risque d'avoir été en PGI? Je dis peut-être n'importe quoi, mais vous êtes là pour me ramener à l'ordre. À savoir, est-ce que j'ai le bras dans le tordeur? Je suis obligé d'aller avec les mêmes parties pour avoir une continuité. Vous voyez ce que je Oui. veux? La solution informatique est probablement là pour un bon bout de temps, à moins qu'il y ait une catastrophe, puis là, on se dit, c'est plus du SAP qu'on a de besoin, il y a un nouveau logiciel qui existe, qui fait les choses tellement mieux, bien, ça sera à ce moment-là qu'il va falloir réfléchir à quelle devrait être cette solution-là. Puis, dans l'exercice à ce moment-là, ça sera de savoir bien, comment on fait la migration de nos systèmes SAP vers une nouvelle plateforme. Mettons, est-ce que dans 2 ans, je peux m'en aller sur Oracle? Exactement. Est-ce que Puis c'est ça se fait. faisable? Ça se fait? C'est difficile, il y a des coûts, il y a des risques, mais c'est pas dans l'impossible. Fait qu'on n'est pas dans... Puis là, il y a des plus grands experts que moi là-dedans, là, mais ça, c'est dans le faisable. Mais ce qui est aussi, ça veut pas dire qu'on va intégrer avec l'intégrateur actuel. On va aller encore en Ça appel aussi, là, d'offres. c'est ça, là. Puis là, il y a peut-être un autre intégrateur qui dit, ben moi, je travaille beaucoup mieux
sur telle chose, vous êtes rendu là, je vais vous aider. Puis là, c'est encore l'exercice d'appel d'offres qui va Oui, guider. moi, je ne sais pas ce qui se passe à la SAC, mais j'espère qu'ils sont déjà sur la planche à dessin, là, parce que c'est demain. Là. C'est votre appel, monsieur le commissaire? Mais j'ai raison de dire que la solution PGI pourrait durer au-delà de 10 ans, Ah, bien sûr, bien sûr. en termes d'utilité Oui, puis pour en la fait, société. pour répondre autrement, parce que je suis allée tout de suite en appel d'offres, Parfait. il va avoir un besoin de refaire des mises à jour. Puis là, ben, c'est la SAP qui va être le premier joueur. Puis c'est probablement l'Alliance qui vont être les premiers à dire, ben oui, on a besoin de ça. Mais c'est un contrat. C'est ça qui est intéressant. C'est toujours une histoire de TI, affaires et contrat. Puis ça, c'est le côté légal. Contrat public. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parmi les avantages que vous avez identifiés entre les deux choix, c'est-à-dire la solution maison versus le PGI, Oui, vous avez parlé également de stabilité. oui. En quoi un système PGI est plus stable qu'un système de solution maison? Ça dépend. Bien, les PGI, de façon générale, sont construits avec une amélioration continue de leur offre, de leur programmation. Puis il y a des gens qui développent des expertises pour devenir un SAP specialist avec l'option, le module finance. Puis là, le module finance continue de s'améliorer constamment. Solution maison, ça peut arriver. Puis je suis convaincue qu'il y a des gens tout à fait capables de le faire, mais ça va être une connaissance, une petite équipe. C'est pas le... L'apprentissage n'est pas global comme... Parce que le PGI va apporter cette connaissance globale-là, tandis que la solution maison va être peut-être plus spécifique, trop spécifique, puis ne dure peut-être pas dans le temps. Encore une fois, on a de très bonnes personnes, là, les gens sont compétents. Il faut s'entendre. Là. Je ne suis pas en train de dire parce que tu fais de l'interne que tu n'es pas compétent. Là. Je ne suis pas du tout dans cette école-là. Est-ce qu'on en a assez de gens à l'interne? Ça, Bien, c'est la grosse grande question. hein. C'était la grande question de l'époque et encore aujourd'hui. Il y en a des gens, on en forme constamment, mais Puis il y a des gens... Une autre façon, je reviens à la SAC et à tout cet exercice-là, une chose qui n'a pas été mentionnée ici avec moi, c'est qu'on se disait, ça va rendre nos informaticiens, nos gens avec les compétences, probablement intéressés à apprendre quelque chose de nouveau qui va peut-être les rendre encore plus intéressants sur le marché. Tu sais, on leur offre la possibilité d'apprendre une nouvelle plateforme, des nouvelles solutions, travailler différemment, eux-mêmes de se moderniser. Donc, ils ont eu du training, ils ont eu de l'éducation, il y a eu de la formation, gestion de changement. Fait que c'est intéressant. Tu sais, c'est un projet d'entreprise, pas juste d'affaires, là, mais c'était aussi une aventure qui était intéressante pour les gens de TI aussi. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présentait, puis j'adhérais à ça. Oui, puis le two in the box amène un transfert de connaissances aussi, un partage de connaissances entre les gens de l'externe et l'interne. Ah, puis là, ça me revient. Le two in the box, c'est pas juste affaire TI, c'est la personne interne et la personne SAP. Ou est-ce que l'externe et l'interne se parlent constamment? Donc, le technicien interne va parler avec le technicien SAP, puis là, ils vont se parler de « c'était comme ça qu'on le faisait, c'est comme ça que ça devrait se faire ». Voici comment on répond à tel besoin. Exactement, oui. OK. Puis, est-ce que... donc, si je comprends bien votre témoignage devant la commission, l'avantage d'un PGI, c'est aussi de bénéficier de développements qui se font pour d'autres clients PGI. Oui. Donc, de bénéficier lors des mises à jour d'avancées technologiques Oui. qui apportent des solutions nouvelles à un besoin commun. Oui. C'est vrai beaucoup plus pour, j'imagine, le back-office ou le système. J'ai vérifié, Monsieur le commissaire, en français, comment ça s'appelle. On parle de service de gestion interne ou arrière-guichet. Alors, vous choisirez le terme qui vous semble le plus approprié. Vous me le disiez, parce que je n'ai pas fait cette recherche-là. C'est ça, c'est l'intelligence artificielle, monsieur le commissaire, à son plein potentiel. Oui, à l'arrière-guichet, effectivement. Pas arrière-boutique. En fait, c'est tous les systèmes, monsieur le commissaire, qui ne sont pas visibles aux clients. Et voilà. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le back-office. Ressources financières, etc. Exact. Okay. Alors, donc, c'est un peu, on va chercher la plus-value associée
au PGI versus la solution maison. Puis la solution maison, j'imagine aussi, il faut faire des ponts technologiques. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, là, des ponts technologiques entre les différentes lignes d'affaires. Oui. Donc ça, c'est un coût de développement aussi qu'il fallait considérer à l'époque. Exactement. Il me reste quelques questions encore, mais ce ne sera pas très long. Ça va être le dernier témoin ce matin avec la presse. Vous avez mentionné tout à l'heure, lorsque vous parliez du recrutement de M. Carl Malenfant, que vous étiez à l'époque convaincu de ses compétences et que vous le demeurez toujours. Oui. Alors, pourquoi vous avez ajouté cette mention-là, que vous demeurez toujours convaincu du choix que vous avez fait à l'époque? Je n'ai... Écoutez, c'est parce que ce que je voyais, c'était solide à l'époque. Ouais. Alors, j'ai pas de raison, à part de ce qui s'est dit dans les journaux, mais puisque je n'étais pas là, puis c'est externe. Mais c'est la façon d'approcher votre témoissage. Moi, j'ai pas besoin de savoir ce qui s'est dit dans les journaux. Oui, exactement. C'est pas tout serment, c'est rien. Moi, ce qui est important, ce que j'aurais à sous-peser, c'est pour ça que je veux votre complète transparence aux questions. Effectivement, j'apprécie énormément, sans aucune influence. Moi, je veux savoir ce que Marie Croteau a à dire. Oui, voilà. Parfait. Alors, la réponse est encore oui. C'est encore oui. Oui. Et quels sont les éléments que vous reconnaissiez à l'égard du travail de M. Malenfant ou de Mme Nathalie Tremblay, que vous avez parlé également? Bien, premièrement, la rigueur. Au sein de la permanence, il y avait une très grande rigueur, une transparence aussi. Puis la vitesse à laquelle ils ont été capables de mettre ces chantiers-là en place, c'est assez phénoménal parce qu'on parle de deux écoles de pensée. Avant, c'était in-house, on s'en va vers PGI. C'était Waterfall versus Agile. Fait que ça, c'est toutes des méthodologies, des façons de penser où est-ce qu'ils ont réussi à embarquer les gens avec eux. Fait que ça indique du très grand leadership, puis ça indique aussi une capacité de s'entourer des bonnes personnes. C'est un travail d'équipe, c'est pas juste Carl tout seul, puis Nathalie tout seul, c'est des gens autour d'eux aussi, là. Alors moi, pourquoi... Puis encore, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, quand on avait des questions, qu'ils n'avaient pas les réponses, ils nous revenaient avec les réponses. Ils ne prenaient pas pour acquis qu'on allait oublier notre question, ils nous revenaient. Fait que ça l'aide beaucoup à dire, bien, ils nous ont entendus, ils nous répondent bien. Quand c'est pas clair, ils reviennent. Très bien. Vous avez également abordé l'appel de qualification de la solution. Et qu'il y aura un choix aussi, un appel de qualification pour le choix de l'intégrateur. Oui. Forcément, ça nous donnait plusieurs scénarios sur l'appel d'offres final. Est-ce que c'est à votre connaissance que SAP et Oracle ont été qualifiés pour les fins de l'appel d'offres final? J'ai cru voir ça quelque part, mais je ne suis pas capable de vous dire que j'étais informée de ça. Okay. Oui. Et vous avez mentionné également que la SAC, dans le cadre du processus d'appel d'offres, était accompagnée par la firme Mallette. Oui. Est-ce que vous avez souvenir que la firme Mallette a confirmé que le processus avait été correctement suivi et était intègre, toutes choses étant égales, évidemment, là, mais était intègre dans son ensemble? Oui. Et si je vous suggère que en matière d'implantation d'une transformation numérique de cette ampleur, le risque zéro n'existait pas. On est d'accord. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation-là? Oui. Je vous remercie. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Parfait. Moi, j'ai des questions très précises, puis je vais quand même faire un préambule. Oui. Là. Je l'ai dit à maintes reprises. Là. La commission d'enquête, c'est pas un procès. Alors, moi, je n'ai pas à décider si quelqu'un est responsable ou pas. Ce que je fais, c'est que je prends, une fois que la preuve sera terminée, vous êtes tout important, tous les témoins de la preuve matérielle, je répondrai à une question: que s'est-il passé? D'accord. Que s'est-il passé? Mais une fois que j'ai dit ça, comme j'ai dit, moi, j'attribue pas une responsabilité criminelle ou civile à personne. Même si je suis un juge dans la vie, je fais office d'un commissaire là, maintenant. Oui. Alors, ce qui est très fondamental, c'est-à-dire que je devrais faire des recommandations. Oui. Ça, c'est fondamental. Une fois que j'ai fait le portrait, voici ce qui s'est passé. Oui. Et apprenons de nos erreurs. Si j'arrive à la conclusion qu'il y a eu des erreurs, prenons nos erreurs. Et maintenant,
voici ce que moi je recommande aux instances, je recommande au gouvernement, parce que je dois faire rapport au gouvernement. Voici ce que je recommande. Et il y aura une phase, effectivement, je ferai entendre des experts et j'ai quand même pris votre nom, là. J'ai quand même pris votre nom. Je ne sais pas si je le ferai ou quoi que ce soit, mais bien évidemment, ce que je vais faire, par contre, c'est que si vous avez des idées, parce qu'à brûle pour point, des fois, on n'en a pas, mais vous pouvez nous les envoyer à la commission. Vous, je ne crois pas que vous êtes représenté par avocat, mais vous pourrez les envoyer à Maître Tremblay, effectivement. On en fera des copies au parti. Ça, c'est en toute transparence ce que vous nous proposez là, en termes de recommandations ou pas. Alors, je referme la parenthèse, puis corrigez-moi, là, effectivement, moi, c'est pas tout à fait mon domaine, là, même si j'apprends beaucoup. Je vous ai posé la question tantôt. Il y a eu un choix qui a été fait, PGI, parfait, on ne revient pas derrière, là, on peut bien pleurer, là, mais c'est ça, puis on ne sait pas non plus c'est quoi, qu'est-ce qui aurait pu arriver au niveau des solutions maison, ça aurait peut-être été pire, ou mieux, on ne sait pas. On a un PGI, etc. Ceci étant dit, ma question, et puis je suis pas sûr de la comprendre, mais le PGI, il appartient à l'éditeur. Ce PGI-là, il répond aux besoins du client, etc., mais la SAC n'en sera jamais propriétaire. Est-ce que je me trompe ou je me trompe pas? Je pense que vous vous trompez pas. Tu sais, c'est comme Microsoft. Mais il manque de nuances, puis c'est pour ça que j'ai besoin de vous le J'essaie de faire un parallèle. Tu sais, on est tous des utilisateurs de Microsoft. Microsoft ne m'appartient pas. Voilà. Je paye mes licences voilà. et tout ça. Fait, puis encore là, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, mais je fais le parallèle pour nous aider à comprendre que probablement... Puis ça devait être dans le contrat. Qu'est-ce qui resterait une fois que les données vont appartenir à la SAC, par exemple? Ça, c'est clair. Ça appartient à la... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Sauf que moi, je suis SAP ou etc. Demain matin, je peux vendre ça en Ontario. Là, je l'ai développé. Là, je l'ai développé au Québec. Non, ils feront pas ça. Je crois pas. Je pense que c'est plutôt l'apprentissage sur la programmation qui a des améliorations. Tu sais, tout à l'heure, on parlait, il faut bénéficier. Nous, on va faire bénéficier d'autres. L'arrière-guichet, là, ça, je suis vraiment content de le dire. Alors, je viens de l'apprendre aussi. Au niveau de l'arrière-guichet... J'aime mieux votre version avec arrière-boutique. Je trouve ça plus chic. Alors, OK. Ça répond à ma question. Je vous pose également les mêmes questions que j'ai posées à Mme Corinne Charette, que vous connaissez, qui m'a très bien répondu là, en tant que telle, mais je pose les mêmes questions. On a eu le bénéfice, le privilège, d'avoir une présentation sur un état des lieux fait par la VGQ sur une période de 2006 à 2015, et qui, effectivement, à un moment donné, je ne me souviens plus c'est dans quel des rapports, là, vous allez m'excuser, je peux le retrouver dans mes notes, qui disait que au Québec, dans des équipes projets comme ça, on était à plus de 50% de ressources externes. Par rapport au reste du Canada, qui sont entre 17 et 33 là, de recours aux ressources externes. Puis j'ai posé la question à Mme Charette, qui a été au fédéral, puis je lui ai posé est-ce que c'est le fédéral qui fait en sorte, puis elle m'a dit non, le fédéral, c'est pareil comme le Québec, c'est plus de 50%. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y aurait lieu, effectivement, de recommander, etc., je ne sais pas, via les universités, c'était un petit peu le discours de Mme Charette, de développer plus de ressources là, que le gouvernement pourrait embaucher dans ces grands projets. Puis, ma question est très, très longue, mais je vais donner une réponse. Oui, notamment Hydro-Québec a développé un partenariat avec une université à Chicoutimi, l'Université du Québec à Chicoutimi, pour développer une certaine spécialité, parce qu'ils voulaient faire un effort aussi pour aider en région, puis qu'il y ait des experts. Puis Hydro-Québec, c'est l'ensemble du Québec. Fait que c'est une façon d'aller chercher des spécialistes en région pour pas que ça soit que à Montréal qu'il y a des spécialistes. Nous, on est les 4 universités. Ça, on parle de l'Inde, là. On parle du monde entier. Oui, exactement. Donc, il y a lieu. Écoutez, moi, je serais la première, puis je suis convaincue que mes collègues doyens dans les facultés de génie et informatique vont dire oui à ça, c'est entendu. Tout à fait, tout à fait. Absolument.
Donc, ça répond à ma question. Il me reste à vous remercier. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter auquel personne n'a pensé? Puis, Je veux juste dire que c'est important ce que vous faites. bien, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Merci beaucoup. Alors, suspendre jusqu'à 14 heures. Veuillez vous lever. Reprise de l'audience à 14 heures.